Gibier migrateur, le repeuplement. Si vous lâchez des albrancs, nous vous recommandons vivement de les vacciner contre le botulisme. Herbauge Grandlieu, reconnu d'utilité publique, la Fondation pour la protection des habitats et de la faune sauvage, organisme créé, financé et géré par les chasseurs, œuvre pour la pérennité des espèces, en sauvegardant et en valorisant les habitats de la faune sauvage. Créée en 1983, elle possède aujourd'hui 5600 hectares, répartis sur 62 départements. En général, des zones humides capitales pour la survie de l'avifaune migratrice, dont 680 hectares en Loire-Atlantique, répartis 650 hectares sur le lac de Grandlieu à Saint-Philbert et 30 hectares au cœur de la réserve du Massereau à Frosset. La Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique gère les 650 hectares de Grandlieu, classés en réserve naturelle régionale depuis le 15 décembre 2008. Classement reconduit jusqu'en 2020. Nous avons innové en créant un troupeau de vaches nantaises, race locale menacée, parfaitement adapté au marais, parce que très rustique. Il s'agit d'un outil écologique et efficace au service de la biodiversité. En s'engageant sur des mesures agro-environnementales, il s'agit pour nous d'une véritable reconnaissance des actions que nous menons en faveur de la biodiversité. En participant aux études scientifiques menées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, c'est-à-dire le suivi des canards plongeurs notamment, et par la Société nationale de protection de la nature, les comptages et le suivi des espèces. En luttant contre les espèces envahissantes, notamment la Jussie, nous nous investissons depuis 13 ans avec l'aide du syndicat du bassin versant de Grandlieu pour arracher la Jussie que nous avons fait considérablement régresser en zone aquatique, en testant différents moyens de lutte contre la Jussie terrestre, en s'impliquant fortement sur le suivi sanitaire. L'été, nous assurons une veille sanitaire sur le botulisme, notamment sur Grandlieu, et ramassons tous les oiseaux morts pour éviter la propagation de la toxine. En ouvrant sur Grandlieu un observatoire à but pédagogique cofinancé par le département, la région et l'Europe. Notre entente avec la municipalité de la Chevrolière a débouché sur la création d'un billet d'entrée commun au musée des pêcheurs et à l'observatoire ornithologique. En appliquant sur la réserve naturelle régionale un plan de gestion grâce au soutien financier de la région, de l'Europe via le FEDER, et Christophe Sorin va nous le présenter un peu plus tard. En produisant de l'électricité à l'aide de panneaux photovoltaïques installés sur le toit de la stabulation de la ferme des Guitières, nous contribuons ainsi au développement durable, là avec l'aide de la région et de l'Europe. En soutenant l'apiculture, grâce à l'installation de 13 ruches, dont 3 appartenant à la fédération. Espérons que l'exonération de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées en zone humide sera rapidement rétablie. Alors je passerai la parole à mon cher Christophe, si tu veux bien, pour nous présenter la gestion de ta réserve naturelle, enfin la nôtre. Remonter un peu le micro. Donc merci Jean, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter la réserve naturelle régionale. Bon, Jean en a parlé un peu déjà dans son rapport d'activité, où vous a présenté différentes choses qu'on fait sur cette réserve, qui vous appartient et qu'on gère. Donc comme il l'a dit, donc c'est une deuxième renouvellement de cette réserve. Donc après un premier plan de gestion en 2008 qui a été jusqu'en 2014, on a été relabellisé pour encore 6 ans. Donc avec nos partenariats qu'on a étroitement avec la région, donc Pays de la Loire, et par après une validation du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Donc comme quoi, l'ensemble des actions qu'on y mène sont des bonnes actions pour l'ensemble de la biodiversité. Donc je vais essayer de vous résumer le plan de gestion qui fait 280 pages en 5 minutes. Donc je veux bien que tu avances. Donc dans ce plan de gestion, il y a 6 grands enjeux, avec 41 opérations
qui seront amenées dans les 6 ans. Donc c'est un peu comme un plan de travail. On a tous les ans un nombre d'actions amenées et on doit mettre à terme donc des études, des suivis, des entretiens, ainsi de suite. Donc il y a tout ce qui est maintien, restauration des habitats. Donc ça va être la gestion même du milieu naturel. Donc sur ces 650 hectares, on a une grosse partie qui est en eau, en herbier, en roselière, mais aussi des prairies, puisqu'on a 70 hectares de prairies. Et sur ces prairies, effectivement, on va y faire du pâturage. Donc comme Jean l'a dit, on a un troupeau de vaches nantaises d'une 50aine de têtes maintenant, qui nous sert à entretenir et à améliorer cette biodiversité. Et on va aussi faire de la fauche dans d'autres endroits, parce que c'est plus propice à certaines plantes et à certaines espèces animales. Voilà. Donc je veux bien que tu avances. Donc sur le deuxième grand enjeu, c'est suivre et maîtriser les espèces envahissantes. Donc toutes les zones humides, quasiment du département, on a des problèmes avec les espèces envahissantes. Alors ça a été il y a quelques années le ragondin, le rat musqué, tout le monde le connaît encore, on a toujours ces mêmes problèmes, donc il faut lutter contre. Et puis on a des nouvelles espèces qui sont apparues, alors ça peut être les crevisses, mais c'est entre autres la jussie. Et la jussie, on l'a dans tous les milieux aquatiques du département, y compris au lac de Grandlieu, où au lac de Grandlieu, on y lutte depuis les années 2000 sur cette jussie, qui était essentiellement aquatique au départ, et où avec un arrachage, je dirais, manuel ou mécanique, on arrivait à la maintenir et voire même la faire régresser, comme le disait Jean tout à l'heure. Le problème, c'est que cette jussie a évolué dans le temps et a commencé à s'installer dans les rosières et dans les prairies humides et à prendre la place de ces prairies humides et à recouvrir des surfaces énormes. Donc on me le voit sur la photo, hein, vous voyez la prairie arrivait en 2004 à peu près où il y a le petit trait et 10 ans après, vous voyez où est rendue la prairie. Et tout ça c'est colonisé par la jussie, sachant que la jussie est quasiment monospécifique et a très très peu d'intérêt. Le seul intérêt qu'elle a, c'est, comme le disait Jean tout à l'heure, c'est pour les abeilles. Mais c'est le seul petit intérêt qu'elle a et c'est vraiment minime rapport à tout le reste. Donc, avec la région et avec les scientifiques de la région, on s'est dit, une réserve régionale, ça sert aussi à ça. Il faut qu'on expérimente des choses pour lutter contre cette jussie terrestre. Pardon. Donc, je veux bien que tu avances la photo. Donc, on a mis plusieurs actions en place. Alors, ça peut être du pâturage en forçant les animaux à vouloir la manger. Bon, c'est pas ce qu'ils préfèrent. Je vous dis tout de suite, ils préfèrent manger de la bonne herbe que de la jussie. Mais quand ils n'ont pas le choix, ils en mangent. Mais ça ne fait pas régresser pour autant la jussie. Donc on s'est dit, il faut qu'on passe à des phases de travaux plus importantes. Donc on fait du broyage. Donc dès qu'on le peut, alors au lac de Grandlieu, c'est au mois de juillet, hein, parce qu'avant il y a de l'eau. Hein, donc on ne peut pas passer avec un engin avant. Si on peut la broyer 2 fois, c'est très bien. Après, on fait de l'enfouissement, c'est-à-dire on retourne le sol. La chance qu'on a sur la réserve régionale, c'est qu'on a un fond qui est argileux, sableux, donc qui permettent de déstructurer la surface du sol sans risque. Si vous faisiez la même chose en Brière ou dans d'autres zones du lac de Grandlieu, si vous déstructurez la couche superficielle, la prochaine fois que vous passez, vous envoyez le tracteur 50 mètres sous l'eau. Enfin, je ne sais pas la profondeur, ça dépend des zones de tourbe, mais vous l'envoyez dessous. Ici, sur la réserve régionale, ce n'est pas le cas. Donc on déstructure la surface et on s'est dit, il faut qu'on sème quelque chose qui est capable de la concurrencer. Le problème, c'est que dans les jardineries, dans les magasins différents, vous trouvez des raies gras, des fétuques, tout ce qu'un agriculteur a besoin dans ses cultures, mais qui ne sont pas des plantes adaptées au marais, parce que le marais, on a quand même plus de 6 mois sous l'eau. Donc il nous faut trouver une plante qui est capable de résister 6 mois sous l'eau. Donc on s'est rapproché en fait à ce moment-là des botanistes avec qui on travaillait. Ils nous ont dit, faut semer les plantes indigènes, celles qui sont dans le milieu naturel. Donc oui, dans le milieu naturel, il y a quoi? Alors, ce qu'on appelle la baldingère, le faux roseau, en fait, c'est une plante qui convient bien, mais le problème, c'est de trouver la semence. Et quand on nous a dit la semence, j'ai été voir dans différentes jardineries, un petit sachet grand comme ça, à 50 €. Non, moi j'en veux un portoir de 50 kilos. Non, le prix, ça ne va pas le faire. Donc on nous a dit, dans un premier temps, comme vous avez la chance à la fédération d'avoir un troupeau de vaches et que vous le gérez en régie, à vos vaches, qu'est-ce que vous leur donnez à manger? On leur donne le foin du marais. Et dans ce foin de marais, quand elles le mangent, vous avez bien dû voir s'il y a certains dans la salle qui ont été agriculteurs, elles laissent plein de déchets. Alors de la poussière, des petits brins de foin, mais aussi plein de graines. Hein, tout le foin qui a été ramassé à maturité, en général, elles laissent plein de graines. Ils nous ont dit, vous ramassez cette poussière et vous allez semer cette poussière. Voilà. Donc c'est ce qu'on a fait, on a ramassé la poussière, sans savoir combien il y avait de graines dedans, et on a semé cette poussière. Et effectivement, quand on le voit dans la photo carrément à droite, on a des repousses de baldingère, donc la plante indigène, qui est capable de concurrencer la jussie. Le problème aujourd'hui, c'est quand on sème cette poussière, on ne sait pas combien on sème de quantité de baldingère. Est-ce qu'on en sème 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg, j'en sais rien. Et d'une année à l'autre, ça peut varier. Donc on va s'orienter, maintenant on avait vu ça avec la région, dans les années qui viennent, dans cette année entre autres, à récolter de la graine carrément sur le milieu naturel,
pour semer vraiment à des densités, pour dire voilà, si on sème ça à 100 kg hectare, ça marche, si on sème ça à 10 kg, ça marche pas, voilà, pour avoir des notions, pour essayer de transposer ça dans le futur, dans d'autres zones, y compris en Loire-Atlantique et voire même à l'extérieur. Une réserve régionale, ça sert aussi à ça, de terrain d'expérimentation, pour essayer de trouver des solutions. Alors, je ne dis pas qu'on trouvera une solution, hein, mais pour essayer de trouver des solutions. Voilà. Alors, il y a aussi assurer l'entretien en fait, et la qualité paysagère du milieu. Donc, sur la réserve régionale, on a un ensemble de douves, de chemins et d'étangs à l'intérieur de cette réserve. Donc, de temps en temps, il faut passer au curage. Hein. Tous ceux qui possèdent des marais le connaissent. Voilà, c'est inévitable. Tous les 15 ans, ça dépend des marais. Il faut de temps en temps mettre une pelle pour enlever la vase dans le fossé ou dans la douve ou dans l'étang. Ça passe aussi par une meilleure connaissance du site. Hein, donc Grandlieu, c'est quand même un site emblématique pour la France. Donc on a la chance de gérer une des plus belles réserves qu'on peut trouver en France. Et il y a encore plein de choses qu'on ne connaît pas sur le lac de Grandlieu. Donc c'est aussi notre rôle en tant que chasseur, mais en tant que gestionnaire de ce milieu, de mieux connaître ce milieu. Donc sur des suivis réguliers sur la végétation. On abrite quand même 8 espèces patrimoniales au niveau français sur cette réserve. Des inventaires de nouveaux groupes, entre autres les insectes et les batraciens. Donc sur les insectes, on va inventorier les orthoptères et les odonates. Alors ça vous parle peut-être pas trop. Les orthoptères, c'est les sauterelles, pour faire court, et les odonates, c'est les libellules. Pourquoi les orthoptères et pourquoi les odonates? Alors pourquoi les orthoptères? Parce que c'est des espèces qui fréquentent beaucoup les prairies, et notre gestion qu'on mène sur ces prairies-là, justement, est hyper favorable à ces espèces-là. Donc c'est montrer que la gestion qu'on a par le pâturage ou par les différentes fauches est favorable à ces espèces-là. Montrer que voilà, c'est une bonne gestion et que ça favorise aussi ces espèces. C'est aussi étudier l'ensemble des populations d'oiseaux, parce que Grandlieu, c'est aussi un site emblématique pour les oiseaux. Donc un suivi régulier des oiseaux nicheurs sur le lac de Grandlieu. Donc on voit le nombre de couples d'oies progresser, puisqu'aujourd'hui on a plus de 50 couples d'oies qui se reproduisent au lac de Grandlieu. Elles se reproduisent aussi maintenant dans l'estuaire de la Loire, et donc la quantité d'oies cendrées se reproduisant dans le département est en constante augmentation. On suit aussi les autres espèces. Alors le filigule miloin, je vous en parlerai un petit peu après, où on suit effectivement, parce qu'il nous intéresse un petit peu plus, où on a plus de 500 couples qui se reproduisent au lac de Grandlieu, mais aussi les autres canards, donc que ce soit le chipot, le souchet, où on a plus d'une centaine de couples. Et je dirais les oiseaux au lac de Grandlieu se portent plutôt très bien. Et ils ont une dynamique où le nombre de nicheurs augmente constamment. Mais on va aussi les suivre en période hivernale, en période de migration. Pour vous donner une idée, en janvier donc de cette année, on a compté 72 632 oiseaux sur le lac de Grandlieu. Ça fait quelques oiseaux. 31% du département, pour faire court. Voilà. Sur le lac de Grandlieu, on accueillait 31% des oiseaux qu'il y avait dans le département. Des oiseaux d'eau. Voilà. On ne va pas compter tous les petits oiseaux à l'extérieur, mais des oiseaux d'eau. Et sur 72 000 oiseaux d'eau qu'on avait, on avait 14 300 souchets. Donc vous voyez, on va compter régulièrement toutes les espèces pour avoir une bonne indication de ce qui se passe sur le lac de Grandlieu et comment ça se passe. Mais on va aussi suivre des espèces comme le filigule miloin. Donc si vous remettez la diapo, ah non, c'est pas celle-là, celle-là, qui est une espèce qu'on suit avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Alors je ne sais pas si vous en avez parlé ou si vous en parlez tout à l'heure, qui est une espèce qui est menacée d'être interdite à la chasse dans les 2 ans qui viennent, puisqu'elle est en déclin en Europe. Au lac de Grandlieu, elle se porte bien, mais il n'y a pas que le lac de Grandlieu, c'est une espèce qui vit sur l'ensemble du paléarctique, et on a besoin de la suivre pour mieux la connaître. Donc on bague ces oiseaux-là essentiellement l'hiver, mais aussi en période de reproduction. Donc on a bagué déjà plus de 4000 oiseaux, et on les équipe d'une marque nasale, comme on voit là en haut, là, une marque bleue sur le bec avec un code unique. Et grâce à ce système de marquage, on a énormément de relectures, puisqu'on a plus de 14 000 relectures, un petit peu partout en Europe, et qui commencent à nous donner des vraies tendances sur l'évolution de ces populations et le comportement de ces populations. Bon, je vous donnais juste deux ou trois petites infos comme ça. Les oiseaux qui nichent, nous, à Grandlieu, les milouins qui nichent à Grandlieu, ils ne vont pas hiverner dans le sud de la France, ni dans le sud de l'Espagne, ni ailleurs. Ils vont hiverner en Angleterre. C'est paradoxal, on aurait tendance à dire que quand l'hiver il fait froid, les oiseaux descendent. Ben non, les nôtres ils montent vers l'Angleterre, ils aiment bien l'Angleterre. Voilà. Et puis les oiseaux qui se reproduisent plus en Europe de l'Est, ils font une migration est-ouest, et non une migration nord-sud. Voilà. Alors ça, on ne le savait pas avant. On disait, les oiseaux ils viennent du nord, ils vont vers le sud. Pas tous les oiseaux. Voilà. Ça nous permet aussi de connaître la longévité, les déplacements, enfin beaucoup de choses sur ces espèces-là. On a quand même un problème à Grandlieu, puisqu'on a quand même beaucoup d'oiseaux de milouins qui se reproduisent avec plus de 500 couples.
c'est qu'on a un taux de réussite qui est très faible. Hein. Si on laisse sur le graphique, je veux bien que vous mettez ma photo, mais si on laisse sur le graphique, vous voyez les deux courbes là du bas, alors c'est écrit en petit pour vous peut-être, ces deux courbes, la courbe du haut, c'est les femelles adultes, donc les femelles expérimentées, et la courbe du bas, c'est les jeunes femelles, leur première année de reproduction. Donc on voit que plus le graphique est haut, plus ils ont un taux de reproduction meilleur, et plus il est bas, ainsi de suite. Donc vous voyez tout de suite qu'il y a une différence entre les jeunes et les adultes. Donc les femelles expérimentées réussissent mieux que les femelles jeunes. Ça, c'est clair et net. Voilà, les prédateurs, ainsi de suite. Mais le problème qu'on a au lac de Grandlieu, même sur les adultes, on a une moyenne de 52% seulement de réussite. Et sur les jeunes, c'est 30%. Vous imaginez 30%. 30% seulement des nids vont arriver à terme. C'est epsilon. Et on ne sait pas pourquoi. Alors, il y a plein de suggestions. Ça peut être des prédateurs, ça peut être plein de choses. Et ça, on aura besoin de le connaître. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi les oiseaux viennent beaucoup se reproduire et pourquoi ils n'ont pas un gros taux de réussite? Aujourd'hui, on ne le connaît pas. Dans 2 ans, j'en reviendrai, je le saurai peut-être. Je ne sais pas. Voilà. Si on avance, et là, je vais demander à Clément de venir à côté de moi pour que vous puissiez tous le connaître au moins. Donc sur le lac de Grandlieu, on a installé un observatoire en 2008 qui fonctionne très bien. On accueille plus de 1500 visiteurs par an. Donc qui est ouvert tous les week-ends pour le grand public et ouvert sur réservation pour les groupes. Notre clientèle, si on peut parler de clientèle, c'est une clientèle régionale et locale, hein, puisque à peu près 60% de notre clientèle vient du département, donc ça correspond pleinement à ce qu'on voulait faire, et 70% de la région. Donc vous voyez, si on additionne le Morbihan avec, on frôle les 80% de notre clientèle. Eh bien, ça, c'est bien. C'est un bon outil pour valoriser ce qu'on fait et faire voir le lac. Hein. Donc, si vous avez déjà eu occasion, mais si vous ne l'avez pas eu, je vous souhaite de le faire, allez visiter l'observatoire. L'observatoire, il est complètement insonorisé. Je pourrais presque vous parler comme je vous parle là dans l'observatoire. Alors, peut-être pas avec le micro. Hein. Mais vous verriez les oiseaux comme je vous vois, hein, devant vous. Vous auriez les explications sur le lac, le fonctionnement, ainsi de suite. Vous verrez qu'en général, les gens sont super satisfaits. Clément, qui est à côté de moi, qui est un jeune dynamique qui tient l'observatoire, il a créé une page Facebook. Ça, c'est des trucs que moi, je ne maîtrise pas totalement, mais les jeunes sont à la page. Alors peut-être que dans la salle, il y en a qui sont à la page aussi sur ces choses-là. Il a créé des vidéos. Il y a une vidéo, je ne sais plus, qui a été vue plus de 7000 fois. Enfin, vous voyez, donc il y a un partage entre les jeunes. Alors, il y a des jeunes qui habitent d'autres bouts, pratiquement de la France ou même à l'étranger, qui ont vu et qui ont aimé cette page. Donc, ça veut dire que s'ils viennent, ils vont vouloir aller visiter l'observatoire. On a constaté aussi que les gens qui viennent, on leur a posé la question, est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un de venir? 99% nous ont répondu oui. Ça veut dire que les gens qui sont venus, ils sont prêts à revenir et à envoyer quelqu'un. Donc c'est plutôt une bonne image de ce qu'on fait. Donc on participe à différentes fêtes locales, hein, la fête des pêcheurs, voilà, la journée mondiale des zones humides, où on emmène les gens sur le lac de Grandlieu avec les pêcheurs professionnels, la SNPN et l'Office national de la chasse. Mais on a aussi lié, comme le disait Jean, des partenariats avec la maison des pêcheurs, la maison touristique de Passaic, qui est juste à côté. Donc on a lié une convention avec eux qui nous permet d'accueillir entre autres des classes et de diviser les classes. Ils vont voir en fait les poissons, parce qu'on nous on voit pas dans l'observatoire, sous l'eau, dans les aquariums, et après ils viennent voir les oiseaux. Voilà. Hein. Donc je sais pas si Clément tu veux nous dire un mot. Le mieux c'est qu'ils viennent à l'observatoire, je leur parlerai. Voilà, hein, vous avez entendu. Voilà. En plus, hein, je rajoute, pour vous, tous ceux qui sont dans la salle, c'est gratuit. Hein. Vous êtes tous, enfin, je suppose tous chasseurs ou chasseresses. C'est gratuit pour tous les chasseurs du département. Voilà. Après, c'est pas très cher, sinon c'est 3 € et 1 € pour les enfants. Donc c'est pas une somme qui peut vous rebuter à y aller. Mais je vous conseille d'y aller en famille. Hein. Vous verrez Clément. Voilà. J'espère que j'ai été assez vite. Je vais avancer un petit peu. Donc sur la partie un peu financière, forcément, tout ça, ça coûte quand même de l'argent. Hein, donc c'est vrai que notre choix d'avoir passé en réserve régionale, c'est aussi notre choix d'avoir lié un partenariat avec la région, hein, que je remercie encore aujourd'hui, par son soutien financier. Hein, donc on voit que la région Pays de la Loire nous soutient au moins à la moitié de la somme qui est dépensée sur le projet. Donc je peux leur en dire encore merci au nom de la fédération, hein, parce que sans la région, aujourd'hui, toutes les actions qu'on a planifiées, on ne pourrait pas les mener, ça c'est clair et net. Voilà, on a des limites, comme toutes les associations. On cherche aussi d'autres financements extérieurs, hein, donc des financements européens par les fonds FEDER.
Alors là, je suis en attente de réponses positives, mais effectivement, le dossier est en cours d'instruction pour demander des fonds européens pour que ça nous coûte le moins cher possible. Et c'est vrai que si on y arrive, vous voyez, on tombe à peu près à 10% du budget, ce qui est complètement correct, voilà, sur la gestion d'une réserve qu'on gère pas que pour nous, chasseurs, mais qu'on gère pour l'ensemble des gens, de la biodiversité en général. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Et donc je souhaite remercier tous les partenaires qui y sont associés, qui nous aident, que ce soit ensemble les bureaux d'études, ainsi de suite, qui viennent travailler, la région, l'Europe, bien sûr, le conseil départemental, qui nous aide entre autres sur la lutte contre la Jussie, la fondation, le syndicat de bassin versant du lac de Grandlieu, qui lui justement coordonne l'ensemble des grands travaux, la SNPN avec qui on a lié un partenariat. C'est un petit peu un cas unique. Vous avez deux réserves qui se touchent sur un grand lac, et une association plutôt écologiste et une association de chasseurs qui s'associent pour faire des suivis ensemble. Et vous pouvez chercher, il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça. Alors on ne sera pas toujours d'accord sur tout, ça je le conçois, mais on arrive quand même à s'entendre, ça veut dire qu'on n'est pas si idiot que ça. Voilà. Je vous remercie. Eh bien, merci Christophe pour ce brillant exposé. Moi, j'aurais jamais pu y arriver, certainement pas. Avec les noms qu'il emploie, les noms des oiseaux, des sauterelles, des machins, alors là, c'est son domaine.